Certains d'entre vous le savent déjà, le président de l'association Alpar, les Amis suisses de Tintin, et depuis quelques mois, il est vice-président de l'association internationale des Amis d'Hergé qui compte 1450 membres à travers le monde. Jean Rime est un tintinologue averti et un spécialiste de Hergé. Il va vous parler notamment de Tintin, reporter ou athlète complet. À toi, Jean. Merci Francis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de partager ce moment autour de Tintin, Hergé et le sport. Alors quand Francis m'a un peu poussé pour que je fasse cette causerie devant vous aujourd'hui, j'ai d'abord eu un petit malaise. Je me suis dit, Tintin c'est un reporter, c'est pas un sportif, c'est pas un athlète d'élite. Contrairement à ce que suggère cette illustration à l'écran, comment est-ce que je vais bien pouvoir vous parler pendant demi-heure, 40 minutes environ à propos de Tintin et le sport? Ce malaise, je le ressens en particulier face à une image telle que celle-ci, où on a l'impression que la tête de Tintin a été collée sur un corps qui n'est pas le sien. Un- Sur un corps qui n'est pas le sien, hein, c'est pas le corps de Tintin avec ses muscles, etc. Tintin aux Jeux Olympiques de Los Angeles, pas ceux de 2028, mais ceux de 1984, et pour cause, ce dessin n'a pas été réalisé par Hergé, qui avait disparu quelques mois plus tôt. C'est un dessin de ses studios. Donc voilà, pas grand-chose à dire a priori, si ce n'est que d'autres avaient parlé déjà de Tintin et le sport, en particulier le dernier numéro de la revue Tintin c'est l'aventure, ainsi qu'un collectif publié à Genève, Puck en stock, consacré au lien entre sport et bande dessinée de manière générale, plus spécifiquement à propos de séries dont les héros sont sportifs, contrairement à Tintin, mais où il y a pas mal de références à l'univers et au monde d'Hergé. Évidemment, dans mon propos, je vais reprendre certaines références de ces ouvrages, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin en me demandant, pour commencer finalement, qu'est-ce que le sport? Et je me suis référé à une définition contemporaine de la jeunesse d'Hergé, tirée d'un Larousse du début du XXe siècle. Sport, culture, pratique de certaines occupations ayant le caractère d'un divertissement en même temps que celui d'un exercice de nature à développer à la fois la puissance physique de l'homme et certaines de ses qualités intellectuelles. On voit déjà qu'il y a une définition assez riche, assez plurielle de cette notion du sport. Si j'essaye de décomposer un peu les choses, le sport, c'est d'abord une pratique ou un ensemble de pratiques parfois assez différentes les unes des autres. Il peut s'agir de culture physique à des fins d'hygiène corporelle. Il peut s'agir de divertissement quand on parle de jeux et de loisirs. D'ailleurs, le mot sport vient du français desporter, déporter, donc se détourner de la marche courante du monde. Et puis, il peut y avoir aussi des pratiques de l'ordre de la compétition. Ces pratiques, elles vont s'adosser elles vont s'adosser à des valeurs ou des valeurs vont s'adosser sur ces pratiques, valeurs individuelles telles que fair play, respect, persévérance, valeurs collectives, hein, l'esprit d'équipe, voire valeurs politiques lorsque le sport se nationalise ou s'internationalise. On peut parler d'héroïsme, de patriotisme. On a vu encore quelques exemples récemment avec les Jeux olympiques de Paris. Avec ce complexe entre des pratiques accolées à des valeurs, le sport devient un objet de discours et de représentation diverses. Il va former tout un imaginaire social et culturel avec des représentations littéraires évidemment, ça nous intéresse aujourd'hui, mais aussi cinématographiques, artistiques, etc., etc. Et il va en découler une sorte d'esthétisation du sport et de la culture des corps à travers le XXe siècle, si bien qu'on pourrait même parler à la limite d'une civilisation du sport qui irait de pair avec d'autres valeurs de notre monde moderne, telles que la vitesse, le culte de la jeunesse, l'effort, l'idéologie du progrès, etc. Et tout ça va être supporté et véhiculé par un imaginaire médiatique parce qu'on est à l'âge des médias, des journaux, de la presse magazine. La presse sportive se développe tout au long du XXe siècle, puis évidemment de la radio et de la télévision. Or, Hergé, c'est aussi un homme de médias, de presse. Les aventures de Tintin ont paru dans les journaux, Tintin est reporter, et il a créé ses bandes dessinées pour la presse, d'abord, dans la presse, et je dirais même par la presse, tellement il était immergé dans cette masse de textes, d'images qui l'environnaient au moment de créer les aventures de Tintin. Et donc c'est cette homologie en quelque sorte entre le sport
comme imaginaire médiatique, et Tintin qui incarne ce même imaginaire médiatique, ça va être un peu mon fil rouge durant cette présentation qui va se diviser non pas en deux mi-temps, mais en quatre quarts temps, si le temps, si la montre me le permet. Et je vais commencer par le début. Comment Hergé a-t-il été sensibilisé au sport? Ça commence assez tôt et de manière un petit peu insolite. Vous avez ici à l'écran un exemplaire du David Copperfield annoté par Hergé durant son cours d'anglais, qui ne s'appelait pas encore Hergé, un collégien à l'Institut Saint-Boniface à Bruxelles. Vous voyez qu'il n'était pas des plus assidus dans son cours d'anglais, puisqu'il faisait plein de petits graffitis dans son exemplaire. Et parmi ces croquis, quelques-uns ont trait au sport, tel que celui-ci, qui montre donc un cycliste, une sorte de variation moderne sur l'âne et le bâton avec la carotte. Et dans ce dessin, alors on voit déjà un certain sens du mouvement, un certain sens de l'humour et l'embryon d'un discours sur le sport, puisque ça n'est rien d'autre qu'une scène de tricherie. Le cycliste est devant tous les autres parce qu'il se sert de moyens illicites. Donc on voit que dès ce moment-là, Hergé est sensible et perméable à ce qui se dit autour du sport. Il y a d'autres exemples dans le même ouvrage où il va représenter ou caricaturer des stars du football belge des années 20. On pourrait se dire, bon, ça n'est pas significatif, il ne s'agit que de divertissement d'un collégien qui s'ennuie. Si ce n'est qu'exactement la même année, il noircit déjà ses premiers carnets de croquis, alors parfois avec des dessins d'observation ou parfois avec des dessins plus stylisés par lesquels il essaye de représenter les corps en mouvement et notamment les corps sportifs. Football ici, mais encore la boxe qui l'inspirait beaucoup. Hein, on dit qu'il a été voir des matchs de boxe adolescent avec son oncle près de chez eux à Bruxelles. On dit aussi qu'il a lui-même initié des combats de boxe clandestins dans l'arrière-cour de son collège. Donc c'est un univers qui l'intéressait. Et ce qui l'intéresse, c'est le mouvement. Comme il le dira plus tard, le plâtre du dessin académique, ça ne m'intéressait pas. Je voulais dessiner des bonshommes, moi, dessiner des choses vivantes. Donc le sport incarne bien sa vision du dessin alors qu'il est tout jeune, hein, il a 17-18 ans à ce moment-là. Le cadre qui va véritablement l'initier au sport, c'est le scoutisme, hein, auquel il adhère assez vite en marge de sa fréquentation du collège. C'est à travers les scouts qu'il va commencer à découvrir le monde, notamment en Suisse, dans les Pyrénées, s'initier à l'alpinisme, comme on le voit à l'écran, et ça sera pour lui une véritable école de vie. Il y a cette pédagogie scout du sport qui va le marquer durant toute sa vie. C'était la camaraderie, le sport et l'aventure, dira-t-il. Donc, on a déjà des ingrédients de l'éthique, si on peut dire, ou la morale des aventures de Tintin. L'aventure et le sport peuvent aller de pair selon cette vision. On a quelques témoignages de la pratique du sport par les scouts de Saint-Boniface, notamment ce compte-rendu illustré dans la revue Le Boy Scout, mars 1922. Il s'agissait d'une rencontre où les scouts s'entraînaient, faisaient des joutes sportives, et ils s'entraînaient notamment au lancement du javelot, du disque et du poids, ainsi qu'au tir à l'arc. Or, il se trouve que cette rencontre avait été annoncée quelques semaines plus tôt. Vous voyez ici le jeune Georges Remy dans ces photos du Boy Scout belge. Cette rencontre, disais-je, avait été annoncée quelques semaines plus tôt dans le petit journal artisanal du collège, Jamais assez, et il avait été illustré, cette annonce, par des dessins du futur Hergé. Il s'agit de ses tout premiers dessins publiés. Les premiers dessins qu'il publie ont donc trait au sport. Et on retrouve le tir à l'arc, le lancer du poids, le lancer du javelot, le lancer du disque et même la natation. Peu à peu, le jeune Hergé, on n'appelle pas encore comme ça, va faire ses gammes dans la presse scout, puis dans la presse des mouvements de jeunesse catholique, notamment dans le Blé qui lève, où il va illustrer alors différentes rubriques, et notamment l'entête de la rubrique sport, avec cette représentation d'un shoot. Il s'agit de sa première case, premier dessin encadré. On voit qu'il y a déjà toute l'amorce d'un mini-récit, un récit minimal dans ce dessin. Et on remarque aussi, le dessin date de mars 1924, qu'il y a un lien direct avec ses croquis dans son David Copperfield ainsi que sur son carnet de dessin. Donc on voit se mettre en place une pratique déjà assez consciente du dessin, soit qu'il recycle des dessins
qu'il avait fait pour se délasser, ou soit qu'il fasse ses dessins dans ses croquis pour s'entraîner déjà en vue d'une publication. Peu à peu, il gravit, donc je le disais, les échelons de ces milieux de la presse catholique, notamment pour un journal qui s'appelle L'Effort, bien nommé pour le sujet qui nous intéresse, et il va en illustrer une carte postale avec ce magnifique archer tourné vers le ciel, carte postale légendée par une citation du cardinal Mercier. C'est l'effort non plus seulement des muscles qui se tendent pour l'action, mais des volontés hardies, agissantes, conquérantes. À la pédagogie scout du sport s'ajoute cette conception, cette instrumentalisation du sport par la doctrine, par la pastorale et par l'Église plus largement. Hergé est bientôt engagé au quotidien Le XXe siècle, dans lequel d'abord il va jouer le rôle un peu d'homme à tout faire et on lui confie notamment la maquette de pages spéciales photographiques avec des montages photographiques un peu dans l'esprit de ce qui se faisait dans la presse magazine d'alors du type Vue. Et il va illustrer plusieurs pages de cette sorte-là, dont cet éloge du sport qui paraît le jour de Noël 1928. Une telle page est intéressante à mettre en réseau avec les autres que Hergé a réalisées durant ces semaines-là, consacrées à l'auto, au jazz, à la photographie ou encore à l'argent, autrement dit à des thématiques emblématiques de la modernité du XXe siècle, que ce soit pour la glorifier ou aussi en dénoncer certains travers, je pense en particulier à la page sur l'argent. Cette page consacrée au sport va donner les deux facettes du discours sur le sport. Alors déjà, le dessin, où on voit cette esthétisation du sport dont je parlais tout à l'heure, avec la confrontation, l'accumulation des corps, des échelles, un jeu sur les échelles, etc. Donc vraiment une mise en page pensée des corps et des attributs liés au sport. Et puis, il y a toute la partie rédactionnelle sur laquelle on n'a pas le temps de s'attarder ici, mais qui va donner un double regard sur le sport, avec d'abord un premier article, Le sport tel qu'il est, trop de marchands dans le temple du sport, signé un certain Franqueur qui va dénoncer la mercantilisation du sport déjà à ce moment-là, à la fin des années 20, et aussi le sport spectacle. Et un deuxième article signé par Paul Wery, qui est un rédacteur sportif du XXe siècle et qui va présenter le sport tel qu'il doit être. Donc voilà, c'est déjà une visée morale, une utilisation morale du sport. Ce même Paul Wery, quelques années plus tard, va écrire un ouvrage consacré à Albert Ier, illustré par Hergé, et dans lequel plusieurs illustrations auront trait au sport, notamment ce magnifique dessin qui imite la technique de la gravure sur bois, développée notamment, enfin, mise en lumière notamment par Vallotton et par d'autres. Et on voit alors qu'Hergé s'intéresse beaucoup par la structure de l'image au mouvement ovale des cyclistes, mais aussi dans l'arrière-plan à la publicité qui orne les gradins. Et Hergé, à ce moment-là, est bien placé pour s'intéresser à la publicité, puisqu'il a lui-même ouvert, avec un ami, José Delaunoy, un atelier de publicité pour lequel il réalise des affiches ou des prototypes d'affiches, notamment pour des enseignes qui concernent le sport. On est à ce moment-là, très exactement, au moment de la création de Tintin. La page photographique, de montage photographique, je vous ai montré tout à l'heure, 25 décembre 1928, première apparition de Tintin dans le Petit 20e, le supplément pour enfants, le 10 janvier 1929. Donc on est exactement raccord. Et c'est donc dans ce bain-là que va naître Tintin, que Renaud Naty a très justement qualifié de sportif étranger au sport. On va voir pourquoi. Le sport apparaît dès la 3e semaine de publication. Donc le 24 janvier 1929, Tintin et Milou essayent de fuir leurs poursuivants allemands qui sont en route vers le pays des soviets et ils empruntent une voiture de police. On voit le mouvement à la Laftigue de Guillaume et Milou de commenter « ça c'est du sport ». Alors évidemment c'est un commentaire alors un peu amusé, un peu ironique, qui rappelle aussi que le sport au XXe siècle, c'est pas seulement le sport, on va dire musculaire, c'est aussi le sport technologique, course automobile, aviation, etc. À la fin des cigares du pharaon, dans les cigares du pharaon, Tintin sera même présenté comme un jeune sportif lorsqu'il est sauvé des vagues par le capitaine
de ce bateau, une appellation, un jeune sportif, alors qui exalte la jeunesse, la vigueur physique, mais qui a aussi un petit côté condescendant hein, dans cette appellation. Donc on voit ce double discours sur le sport. Et d'ailleurs, Tintin lui-même va s'y soumettre, puisque quelques cases plus loin, il va être amené à acheter presque malgré lui tout un ensemble d'objets inutiles, dont des équipements sportifs. Vous voyez des skis ainsi qu'un club de golf, le golf qui, pour le jeune Hergé, incarnait le délassement du visage pâle, comme il disait, autrement dit, un délassement petit bourgeois opposé au sport plus vigoureux pratiqué par les scouts. Alors Tintin, évidemment qu'il est un sportif, il fait du sport sans le savoir, hein, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Il n'arrête pas de courir, de courir à bicyclette, de nager, au point que le capitaine Haddock reconnaîtra en lui un excellent nageur, donc il pratique quasiment tous les sports, mais il y a quand même quelques références plus ciblées à la culture physique dans les albums. À commencer par Tintin au pays des soviets, lorsqu'il essaye à nouveau de s'enfuir, il va affirmer un peu d'exercice est excellent après cette longue course en auto. Donc lui, il apprécie hein, cet exercice physique, alors que Milou, lui, affirme détester le footing. Et là, on va se mettre en place le duo Tintin-Milou qui vont incarner les deux valeurs positives ou plus ironiques, railleuses à l'égard du sport. Ce même duo, on le retrouve au début de L'Oreille cassée, où on voit vraiment Tintin s'entraîner, se préparer physiquement à l'exercice de son métier, et il le fait, c'est intéressant de le relever, en écoutant la radio. Donc, à nouveau, le support médiatique va inciter et diffuser cet imaginaire du sport, et il le fait presque à, au carré, je dirais, au deuxième degré. N'oublions pas que ces planches paraissent dans le petit 20e. Il y a donc une instruction médiatique par la radio qui elle-même paraît dans le journal destiné à faire des jeunes lecteurs de bons futurs catholiques, travailleurs, vigoureux, etc. Et on voit dans cette représentation alors l'opposition entre un Tintin qui fait ses exercices avec une réelle rectitude physique et morale, et Milou qui à côté est un peu plus déstabilisé, à la fois moins doué et aussi sans doute un peu moins assidu. D'ailleurs, cette bipartition n'est pas propre à Tintin, on la retrouvera sous la plume de Franquin quelques années plus tard. Bientôt, le capitaine Haddock va prendre le relais de Milou dans ce rôle de contrepoint du discours sur le sport. On en voit ici un exemple dans le Temple du Soleil où, prisonnier, Tintin continue à faire ses exercices. Et le capitaine Haddock se moque un peu de lui. Qu'est-ce que vous avez à faire ces exercices alors qu'on est prisonnier au fin fond du Pérou? Que voulez-vous, capitaine? Il faut bien conserver sa souplesse. Et le capitaine de répondre, souplesse, 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 pas besoin de culture physique, moi, Tonnerre de Brest, pour rester souple, voulez-vous voir ce que je puis encore faire à mon âge? Et évidemment, il va s'y essayer à son corps défendant, puisqu'il va se faire bien mal au coccyx. Donc là, à nouveau, le capitaine Haddock va montrer l'envers de Tintin. Mais le plus sportif, ou celui qui se revendique tel en tout cas dans les aventures de Tintin, c'est sans doute Tournesol, et cela dès l'album où il apparaît, Le Trésor de Rackham le Rouge, puisqu'il va se présenter comme quelqu'un qui a conservé une allure sportive, ayant fait de l'athlétisme dans sa jeunesse et, à vrai dire, surtout de la course à pied. Euh, alors évidemment il y a un jeu, hein, le petit savant barbu n'a pas vraiment un corps d'athlète, donc il y a ce jeu un peu comme avec le capitaine Haddock tout à l'heure, et ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être taxé d'espèce d'athlète complet, unique occurrence de cette formule dans le lexique fleuri du capitaine Haddock. Le professeur Tournesol reviendra sur cet autoportrait en sportif tardivement dans Vol 714 pour Sydney, au sein d'une séquence où il y a tout un jeu autour du combat naval, et il va, ne comprenant pas bien ce qu'on lui demande, rappeler qu'il a pratiqué tous les sports, le tennis, la natation, le football, le rugby, l'escrime, le patinage, tous les sports, je vous dis, sans oublier les sports de combat, la lutte, la boxe anglaise, la boxe française, c'est-à-dire la savate. Et là, il va se lancer dans une bien imprudente démonstration, puisqu'il a un peu perdu la souplesse de sa jeunesse et il va rater son mouvement. Et à la lumière de ces exemples, on comprend mieux le sel qu'il y a dans cette remarque de la Castafiore lorsqu'elle rencontre pour la première fois Tournesol. Je suis ravi, absolument ravi de rencontrer le célèbre sportif qui a fait de si magnifiques ascensions en ballon.
Évidemment, il s'agit d'une allusion à Auguste Piccard, le modèle réel de tournesol qui a fait des ascensions en ballon. Tournesol, lui, c'est plutôt la Lune. Mais, euh, mais on voit poindre là derrière aussi un discours sur le rapport entre sport et science. Le sport est valorisé et la science est un peu dévaluée en étant réduite au rôle d'activité pour sportifs. Donc il y a dans cette mégarde peut-être un peu plus qu'une simple allusion à la jeunesse du professeur Tournesol. Pour en revenir à la savate, le seul qui pratique réellement bien la savate, c'est Tintin. On le voit ici dans l'île Noire. Et il va y avoir toute une série de séquences où le vocabulaire sportif va servir à décrire, parfois en prenant un peu de distance humoristique, des situations de l'aventure elle-même. Je vais botter le penalty dans Tintin pays soviet. Goal, quel shoot, commente Milou. Et alors je dis que c'est un peu ironique parce que lorsque Renaud Nattier parle de Tintin comme d'un sportif étranger au sport, il explique que Tintin n'est pas véritablement sportif parce que le sport implique de se mettre en dehors de la marche du monde, le temps de respecter un cahier des charges, un règlement, le temps d'une compétition, etc. Alors que Tintin, lui, il court le monde. Alors ce genre de représentation permet justement de montrer cette discordance par l'humour, donc ici dans Tintin au pays des soviets, ou ici dans Tintin au Congo, où Milou, encore une fois, va commenter la défection des porteurs en disant qu'elle cross-country, puisqu'ils viennent de dévaler, et jusqu'à Tintin au Tibet, où Tintin va se muer en sorte de commentateur sportif face à un capitaine Haddock qui a pris bien imprudemment de l'avance. Haddock en tête avec une minute d'avance sur le peloton, et comme dans toutes les échappées, le peloton évidemment va rattraper l'échappée. Une telle représentation montre aussi, fait écho aux commentaires sportifs, au sport spectacle que Hergé va railler plus d'une fois. Cet exemple-ci est assez connu, c'est dans Tintin en Amérique avec le grand sportif, le grand champion Bolivar Hippolyte, haltérophile, qui n'est en fait capable que de soulever des haltères en bois malgré son imposante carrure. Ici, il se trouve confronté à des vrais haltères qu'il est bien incapable de soulever. Hergé dénonce par là les trucages du sport qui en font un spectacle un peu trompeur, et en même temps que la triche, puisque ce champion a des médailles mais est incapable de soulever le moindre haltère. Et puis il y a le sport de comptoir qu'incarnent les Dupont, hein, qui boivent une bière à l'enseigne du café des sports. Et évidemment, il y a chez Hergé aussi la mise en abîme en quelque sorte de ce caractère médiatique et médiatisé du sport. On en voit un écho ici à travers la représentation dans les boules de cristal de ce journal Sport Élevage qui existait réellement en Belgique et que le capitaine Haddock voit sans doute d'un œil intéressé, lui qui vient de se convertir à l'équitation, mais en bourgeois, en pseudo-bourgeois plutôt qu'en sportif. Mise en scène médiatique du sport toujours dans l'île Noire, avec cette séquence où les Dupont gagnent malgré eux un meeting d'aviation. En réalité, il s'agit d'une méprise totale, ils sont incapables de conduire un avion et ils font des acrobaties sans le savoir, mais par le truchement de la télévision, ça devient un exploit sportif et une mise en scène, un spectacle télévisuel. Le cas peut-être le plus intéressant, c'est cette scène dans Le Lotus Bleu, où Tintin, à Shanghai, va au cinéma et il visionne les actualités mondiales. La première de ces actualités, c'est une actualité sportive. Le fameux champion Honora gagne une course avec qu'il va commenter. Je suis bien content d'avoir gagné cette course. Cette victoire, c'est le plus beau jour de ma vie. Or, ce Honora, il s'agit d'une transposition d'un sportif réel, Victor Honoré, qui se trouve avoir gagné un concours cette semaine, la semaine même où Hergé publie son dessin. Vous avez ici un extrait du Petit 20e, le même numéro que celui où on trouve la planche du Lotus Bleu, et qui évoque cette victoire de Honoré toujours, mais il ne s'agit pas d'une victoire du cross international, il s'agit d'une victoire du championnat de Belgique. Et c'est assez intéressant de voir que Hergé, alors certes, il va coller à l'actualité, mais il va même la distordre humoristiquement, puisque le championnat national de Belgique devient un cross international, et Bruxelles, le lieu où il se déroule en réalité, est réduit à Erbsquerps, qui est un bled
de Belgique, perdu, je ne sais pas exactement où, sans doute dans le Brabant wallon, mais on voit qu'il y a comme une anamorphose de la réalité à travers cette séquence. Et puis, alors, dans la version définitive de l'album, Herb Squares n'étant pas connu des lecteurs français, ça devient un pari au prix évidemment d'une perte un petit peu du sens du gag. Et Hergé va aussi modifier le slogan du sportif qui singe un peu les interviews où ces sportifs ne savent pas trop quoi dire. J'ai gagné, je suis bien content d'avoir gagné la course et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois alors qu'il vient déjà de la remporter. Et cette même phrase est reprise dans une des aventures de Joe et une autre série d'Hergé, lorsque, ayant vaincu ses ennemis, le petit Joe explique: Je suis très heureux et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, ce à quoi les sportifs sont un peu vexés de voir tout un chacun copier leurs mots historiques. Ça montre que le sport peut devenir une grille de lecture ou un modèle de pensée finalement transposable dans d'autres situations de la vie sociale. Tintin n'est pas le seul, Tintin n'est pas le seul sportif du dimanche de l'œuvre d'Hergé. Il y en a d'autres, plus jeunes, Quick et Flübke, qui pratiquent eux aussi, et peut-être plus explicitement que Tintin, abondamment le sport. On le voit dès le 7e gag de Quick et Flübke, qui paraît le 6 mars 1930. Le jeune Quick se voit assigner la tâche scolaire d'écrire une rédaction sur un déroulement d'un match de foot, et finalement il va préférer aller jouer lui-même un match avec ses copains dans la rue plutôt que de rendre sa rédaction, d'où le subterfuge qu'il va trouver à la fin du gag. Quelques semaines plus tard, un mois plus tard, le sport est même à la une du petit 20e. Quick apprend la boxe. Et cette idée d'un apprentissage du sport, Hergé va la filer de manière assez récurrente dans les semaines qui suivent. Dans le gag publié ce jour-là, alors Quick va s'adjoindre les services d'un jeune professeur de boxe qui va lui apprendre les mouvements, les appellations, le nom des mouvements, etc. Où on voit qu'Hergé a beaucoup de plaisir à s'inspirer, à reprendre ses croquis de collégiens. Mais on voit aussi que cette volonté d'apprendre le sport, elle est motivée par la culture médiatique et notamment par la publicité. Combat de boxe, ça me suffit contre Macaroni. Évidemment, ce ne sont pas de vrais boxeurs, mais ils ont des surnoms que l'on retrouve assez régulièrement dans la presse du temps. Et donc, Quick va s'entraîner encore la semaine suivante, comme dans un fil rouge entre ces différents gags qui font chacun 2 planches. Il s'entraîne donc encore le 17 avril 1930 et 2 semaines plus tard, c'est lui qui devient professeur de golf pour un autre de ses copains qui va être amené à une certaine postérité puisqu'il s'agit de Flübke, dont c'est seulement la 2e apparition. Et à partir de là, régulièrement, Hergé va mettre en scène le sport dans ses histoires de Quick et Flübke avec quelques constantes. L'une de ces constantes, c'est d'abord le plaisir graphique que l'on voit manifestement dans la décomposition des différents mouvements liés au sport. Et on a pas mal d'occurrences, je vous en montre 2 qui sont assez parlantes, puisqu'elles jouent vraiment sur la double planche de l'album, où Hergé va prendre un véritable plaisir à représenter les mouvements du tennisman, avec à chaque fois la pratique du sport et à la fin, dans la dernière case, la chute au sens littéral du gag, puisque ces pratiques se terminent généralement mal pour les 2 gamins de Bruxelles. C'est un peu le même type de scénarisation qu'on a ici avec la boxe le 13 février 1936, à quoi s'ajoute l'apprentissage livresque du sport, puisque Flübke est en train de lire un livre sur la boxe, il y a la théorie, et ensuite, il y a la pratique qui, évidemment, ne se passe pas comme le prévoirait la théorie. On le voit ici avec la boxe, on le verra avec le saut à la perche, on le verra avec l'art du plongeon, on le verra encore avec le patinage. Donc, on voit que Hergé reprend des patterns de gags qu'il va décliner à différentes sauces au fil des ans. Il a une imagination comique qui fonctionne de manière assez modulaire. Et puis, évidemment, il y a la théorie liée à la pédagogie du sport à travers ses livres. Il y a aussi tout le rêve, le fantasme du sportif d'élite que véhiculent les journaux, ce que Hergé représente ici explicitement, puisque Quick se fascine pour ce fameux boxeur haricot vert qui
revigore son corps par des bains d'eau froide matinaux. Quick va s'y essayer, mais encore une fois, ça va très mal se terminer pour lui. Et, euh, et donc, il y a comme cette mise à distance par les livres de théorie, par les représentations des journaux, entre le sport idéalisé des champions que les enfants aimeraient bien devenir et leur pauvre réalité quotidienne. On voit ici Flübke qui se rêve en boxeur, qui a ce fantasme de champion et qui va finir très rapidement knock-out simplement en recevant un gant sur la tête à côté du ring. S'il y a une telle distorsion entre le sport rêvé et le sport réel, c'est parce que ce sport d'élite n'est pas si facilement accessible, hein. Il y a le média, le journal qui est à la fois une porte, mais aussi une forme de filtre. Il y a l'accès réel aux compétitions sportives. Dans plusieurs gags, Quick et Flübke essayent d'assister à des matchs de foot sans vraiment arriver à le faire. C'est le cas ici pour un match Belgique-Chili en 1932, match fantasmé. Il n'y a pas eu de rencontre entre les deux pays cette année-là, hein, j'ai vérifié. Et cette même représentation est reprise quelques années plus tard, où c'est le lecteur du Petit 20e qui a accès au spectacle sportif, pas les personnages eux-mêmes. Du coup, ils en sont réduits à faire leur propre compétition entre eux, à se rêver sportifs et aussi à importer un peu malgré eux les travers du sport spectacle, du sport d'élite, comme ici ce match de foot où en gros l'un des copains des Quick et Flübke essaye de faire le beau pour épater la galerie étant en l'occurrence deux petites filles au bord du terrain vague. Et ce rêve de Quick et Flübke de devenir sportif d'élite, il va parfois presque quand même se réaliser, mais au prix d'une méprise, comme ici dans ce gag consacré au sport d'hiver, où Flübke va tomber à ski et il va tomber sur un tremplin de saut et il va finir vainqueur malgré lui des championnats du monde de saut en ski à Chamonix. Là aussi, il s'agit d'une projection. Il n'y a pas eu de championnat du monde à Chamonix en 1933. Mais on retrouve le même gag que celui qu'on avait vu à propos de l'île Noire et des Dupont qui gagnent un meeting aéronautique sans le vouloir. C'est là exactement le même schéma, mais cette fois-ci avec le ski, avec Quick et Flübke, et non pas avec la télévision, mais avec la presse écrite. Et finalement, dans d'autres gags, Quick et Flübke vont être réduits à leur rôle de sportif de papier, puisque ici, ce n'est pas un sapin ou une pierre ou un tremplin qui va arrêter, qui va faire chuter le personnage, c'est la frontière de la représentation de la case. Hergé joue évidemment avec les limites de la fiction et de la représentation, mais finalement, ça atteste le rôle de créature de papier de ces personnages. Or, Tintin, Quick et Flübke sont des sportifs de papier journal. On en a vu quelques exemples à travers des séquences de bandes dessinées, mais comme je vous le disais, toutes ces bandes dessinées ont paru dans des journaux. Et Hergé du moment où ces personnages connaissent une certaine notoriété, il va les mettre au service de la rédaction, en gros, quitte à les faire dévier un peu de leur cahier des charges de personnages originels. Alors, le Petit 20e avait déjà une rubrique sportive, mais elle n'était pas illustrée. Elle était tenue en particulier par Paul Wery, dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y avait pas de dessin. Mais dans le successeur du Petit 20e, le Soir jeunesse pendant la guerre, on a une rubrique sportive, très sport, qui est illustrée par Quick et Flübke, qui donc s'essayent à la boxe, aux haltères, au tennis, au football, etc., même au saut à la perche. Donc Hergé va, comme je disais, mettre ces personnages au service de la rédaction. J'entre pas dans les détails en ce qui concerne la nature de la rédaction du Soir pendant la guerre. C'est un journal qui collaborait avec les Allemands. On pourra en parler tout à l'heure si vous souhaitez approfondir le sujet. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette idée, il va la reprendre avec Tintin dans le journal Tintin, puisque Tintin, c'est l'emblème de son journal, et donc normal qu'en tant que reporter, il anime les différentes rubriques, si ce n'est qu'il ne va pas être représenté comme reporter sportif, mais comme athlète directement, quitte à dévier un petit peu de son rôle, du rôle qu'il serait censé avoir.
la rubrique Tintin Sport apparaît dès le 19 décembre 1946, donc quelques mois après la création du journal Tintin. C'est le lieu d'un discours alors moralisateur, pédagogique sur le sport. Je vous en lis simplement les toutes premières lignes. Le sport, c'est un grand mot, c'est aussi une très grande chose, à condition qu'il soit bien compris. Quand nous jouons à saute-mouton ou à la balle dans la cour du collège, nous faisons du sport. Le monsieur qui s'en va au champ de course et place un billet de 100 francs sur la chance d'un cheval croit faire du sport, au même titre que le supporter d'une équipe de football qui s'intitule Sportsman parce qu'il va tous les dimanches encourager ses favoris ou accabler les adversaires de ceux-ci d'épithètes plus ou moins malsonnantes. Cela pourtant, ce n'est pas du sport. On dit du sport beaucoup trop de bien et beaucoup trop de mal, etc., etc. Et vous voyez donc que Tintin, pour l'occasion, est habillé, déguisé en footballeur, un dessin par lequel Hergé retrouve par ailleurs ses premières amours, si j'ose dire, à savoir ces dessins de rubrique dans Le Blé qui lève, publiés plus de 20 ans plus tôt. Dans d'autres numéros, dans l'année qui suit en particulier, il va, comme dans Le Soir jeunesse, là aussi décliner son personnage dans des petits culs de lampe qui permettent de remplir un espace en fin de colonne. Ici, Tintin qui fait de la course à pied, ici du saut d'obstacle, ou encore les Dupont qui s'essayent à la boxe. Donc on voit qu'il y a cette animation du journal par les personnages. Parfois, puisque Hergé se désinvestit progressivement du journal Tintin, certains dessins vont être recyclés, comme ici, cette représentation de Tintin en tennisman qui subit simplement une symétrie axiale entre 1947 et 1948. Tout ceci vient s'intégrer dans ce journal Tintin qui fait de plus en plus de place au sport. C'est représenté notamment sur le stand de l'association Alpar 2 étages plus haut avec une série de couvertures, avec des séries consacrées au sport, avec du rédactionnel également. L'historien Michel Porret a pu estimer que dans certains numéros, jusqu'à 40% de l'espace du journal est dédié au sport, dessin et rédactionnel confondus. Hergé, je vous disais, reste un peu en marge parce qu'il s'éloigne du journal Tintin. Malgré tout, il fera quelques couvertures, comme celle-ci en 1970, où il réactualise des dessins que je viens de vous montrer, notamment le dessin de Tintin en footballeur. Le dessin est refait, mais on voit bien qu'il reprend le même schéma. Et ce qui est assez amusant, c'est que ces dessins, qui eux-mêmes sont des déclinaisons, des produits dérivés, si vous voulez, des albums, vont eux-mêmes avoir des produits dérivés comme des trousses scolaires. Et Hergé va même en faire, et son équipe vont en faire encore d'autres déclinaisons, toujours sur le même schéma, ici directement pour des supports publicitaires comme les chips Samo ou encore le fromage Tintin. On dirait que Tintin est tombé bien bas, instrumentalisé ainsi à des fins publicitaires. On est loin de l'idéal sportif du dessinateur. Et pourtant, ce genre d'instrumentalisation de Tintin à des fins mercantiles va se reproduire pour d'autres dessins comme celui-ci, cette très belle couverture du journal Tintin à l'occasion du Tour de France 1953, qui elle-même va connaître des déclinaisons sous forme de pins bleu, blanc, rouge estampillés Coca-Cola ou encore Michelin. Il y en a encore d'autres, toute une série. Et c'est assez amusant de voir que finalement, Tintin subit les travers du sport que Hergé et son entourage dénonçaient dans les journaux dès la fin des années 20. Il va même servir d'équipement sportif avec cette ligne Tintin Sport dans les années 1960 où les enfants pourront s'habiller Tintin. Alors, vous me direz que là, il y a vraiment un dévoiement du personnage. On peut avoir une autre lecture et se dire que finalement, rencontrer Tintin à travers ces déclinaisons publicitaires, c'est une manière de continuer à vivre avec lui en dehors des albums. C'est une manière de construire le mythe de Tintin. C'est l'avis de l'essayiste Jean-Marie Apostolides qui a ces mots il y a quelques années. Il peut sembler étrange de repérer le mythe de Tintin à travers la publicité, mais c'est l'une de ses fonctions. Ainsi, le mythe a-t-il un impact sur la vie concrète des humains, puisque nos pratiques sont marquées d'une façon indélébile par le commerce et l'échange marchand. Un mythe n'est pas seulement un discours partagé par des hommes que tout sépare, il facilite les échanges entre eux et les unit à travers leurs pratiques. Autrement dit, pour Jean-Marie Apostolides, le mythe de Tintin ne fait pas le départ entre d'un côté l'œuvre et de l'autre les produits dérivés, ce sont les deux facettes finalement d'un même fonctionnement propre à une culture
médiatique, médiatisé, qui s'est développé tout au long du XXe siècle. Et pour le sport, c'est finalement la même chose. On glorifie le sport et on le vilipende en même temps. Ce sont deux facettes presque indissociables du moment où il y a cette existence de cette matrice journalistique, médiatique qui vient véhiculer tous ces imaginaires. Alors finalement, on pourrait se dire en conclusion que le sport offre une sorte de grille de lecture du mode de fonctionnement du personnage et de la série de Tintin, et de même que Tintin offre un éclairage bienvenu sur le sport et ses ambivalences. C'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a quelques mois, l'équipe de foot de Belgique a inauguré des nouveaux maillots qui s'inspirent explicitement des culottes de golf, encore une allusion un peu sportive, de Tintin. Je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers aux questions s'il y en a, que ce soit ici ou 2 étages en dessus, puisque je crois qu'il y a une autre table ronde qui doit prendre la place ici maintenant. Voilà. Merci de votre écoute.